DRC Info, paix, justice et information. L'homme qui connaît bien le Congo, l'homme qui maîtrise bien le Congo, faites le bruit pour accueillir le candidat numéro 4 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Il est là. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'hymne national, s'il vous plaît. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, loin de pays, et pour de bon, prenons le plus élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Emmener, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Dans le livre des aïeux, au pays bien aimé, nous préférons ensemble et nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, oui, 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre prospérité. Je vous prierai de vous asseoir et La lobby Adolphe Mouzito Fumumpa, candidat président de la République numéro 24, Azali Komagnola, 24 heures sur 24 pour l'entendre à Congo. Qui est Adolphe
Adolphe Muzito Fumupa. Adolphe Muzito Fumuti est né à Mukanda le 12 février 1957. Adolphe Muzito a une grande expérience dans la gestion de la chose publique et ici nous allons vous présenter une brève expérience, une brève présentation de son parcours. En 1985, Adolphe Muzito fut chef de service RENAPI. En 1987, Adolphe Muzito devient inspecteur des finances. En 1993 ou 1993 pour le Belge, Adolphe Muzito, coordonnateur à la cellule de conseiller fiscal à l'hôtel de ville de Kinshasa. En 1998, Adolphe Muzito devient conseiller au ministère des Finances. En 2003, Adolphe Muzito devient député national pendant la transition. De 2007 à 2008, Adolphe Muzito devient ministre du budget de la République démocratique du Congo. De 2008 à 2012, Adolphe Muzito devient Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et pendant son règne comme Premier ministre, il a marqué son passage à la primature avec plusieurs réalisations. Mais ici, je veux citer quelques-unes, notamment l'annulation de la dette extérieure publique à près de 90%, l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Je cite principalement les magistrats, médecins et professeurs d'université. Adolphe Muzito revoit à la hausse les budgets de la République démocratique du Congo et le produit intérieur brut de notre pays. Et ici, il faut signaler qu'un budget qu'il a trouvé à 800 millions de dollars, il le quadruple, soit de 8 millions à 3 milliards 500 millions. Chose qui n'a jamais été réalisée par un autre avant lui. Et pour finir ce stade de réalisation, Adolphe Muzito stabilise le cadre macroéconomique avec un taux de change stable. De 2012 à 2017, il sera élu député national dans la circonscription électorale de Kikwit. Et de 2018 à ce jour, il sera réélu une fois de plus dans la même circonscription électorale de Kikwit, député national. Adolphe Muzito compte dans son actif plus de 30 tribunes dans lesquelles il publie ses idées, ses réflexions pour le redressement, je dirais mieux, pour la libération de la République démocratique du Congo. Il a également publié un ouvrage sur l'installation des nouvelles provinces, défis et contraintes. Voilà de manière brève, chers camarades, le parcours ou l'expérience de celui que nous portons aujourd'hui à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, s'il vous plaît. Candidat numéro 4, Adolphe Muzito Fumupa, ye azali ko manyola 20
24 heures sur 24 pour la libération de Tombo à Congo. Et ça va être. Candidat numéro 24, vous avez la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, bonjour. Ma camarade Basina Mibale, Bana Nouvel Élan, Bana Mbunda, Mbote Nabino. Je vais demander à la presse d'accepter que je puisse m'exprimer et en français et en lingala. Parce que ici, je m'adresse en fait à la population. Et vous n'êtes qu'un relais, vous, de la presse. Et je parlerai en français, mais à lingala aussi. Ceux qui ne comprennent pas lingala pourront se faire traduire certains extraits pour compléter leurs éléments d'information. Bana Kongombote. Togolobela Likambwetali offre politique Nabiso. Nous allons parler de notre offre politique, qui est l'offre politique du nouvel élan Mbonda, notre coalition, mais aussi l'offre politique du candidat président de la République. Cette offre comprend 3 volets. Il y a les volets du président de la République, chef de l'État, qui est candidat. En ce qui concerne ses prérogatives de chef de l'État et de président de la République, nous allons expliquer la différence entre président de la République et chef de l'État. Parce que Moutongo Bapé Sakaye Kombo président de la République, chef de l'État. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi les deux? Et Teniani Balé a programme Nabiso et Kozala qui concernait compétences, il y a gouvernement. Il y a mis ça pour compétences, il y a province. Mingi Baza Koye Baté. Tembo Kanabiso, le pouvoir de la Yango et Kabwami Biteni Misato. Président a allé la compétence. Il y a pour ça la Bitumba. Kogundisa, où Babeni compétence, il y a défense dans la sécurité. Yenda Zali Kotala Mboka par rapport à pays Mosusu. L'État, donc, le chef de l'État a des compétences Étali au Kangambambo vis-à-vis du pays Mosusu. Pour jouer diplomatie, dit que le Mbo Kanabino na Mikakatano, tout Bambo comme ça na Mikakatano, chef de l'État Bakutani, Babongisi, Babengiamo diplomatie. Troisième compétence, c'est alliés à Kossal et la Mosolo, il y a pour frapper mon nez. Wali ali ba compétence na ye. Boni na biteni ya bokonzi wana eza ko salela. Gouvernement azali pe na compétence na ye. Na ba domaine na ye ya compétence. Oyo ba kambia on a premier ministre. Toko étudier yango mikakatano nini ezali kuna. Ensuite donc étudier pe mikakatano oyo état du pouvoir provincial yango pe yali na bokonzi na yango lokola boyebi domaine enseignement primaire et secondaire yali compétence exclusive ya province santé agriculture
pouvoir coutumier, route de dessert agricole, et ali na compétence na yango. Baninga musu baliawa bana ya nouvelle ans, na bana ya mbona. Oui, ba élection où tout ça pour kende. Bana ou ba candidat député provinciaux, oui, ba matière et bongi, beaucoup kakosa de la na yango campagne. Et pas le peuple à ça vous la lune. Oui, ben il y a domaine enseignement primaire et secondaire, domaine agriculture, domaine il y a santé, domaine il y a route de dessert agricole. Dans le domaine il y a pouvoir coutumier, pour titriser, modéler, et à dire responsabilité dans bino. Bien sûr que dans le domaine où on a mabélé, il faut collaboration ou concurrentiellement pour travailler dans le gouvernement central parce que il peut aller dans les 4 les 6 alors on a 3 domaines où il y a échelon il y a pouvoir tout ça la bonne dans le programme Nabiso Touloubibo. Qu'est-ce que nous faisons de ces 3 domaines de pouvoir? Chef de l'État et président de la République pour les compétences qui sont les siennes. Le gouvernement piloté par le Premier ministre pour les compétences qui sont les siennes, mais aussi la province pour les compétences qui sont les siennes. Quels sont les problèmes que nous, Nouvel Élan, que nous voulons résoudre en venant demander au peuple son mandat? Mais pour dire au peuple ce que nous voulons faire, il faut qu'on étudie ces 3 domaines des compétences. Parce que quand tu vas voir le médecin, pour qu'il puisse diagnostiquer ton corps, il est possible qu'il constate qu'il n'y a pas de maladie. Et il va te demander de rentrer. Ce que nous constatons avec nos politiciens du Congo, nos adversaires, c'est qu'ils commencent à prescrire des médicaments, à proposer des réformes, encore que les vraies réformes, je n'ai pas encore entendu parler de la part des candidats qui ont pris les devants. Ils proposent des réformes pour peu qu'il y ait des réformes, sans dire des réformes pour résoudre quel problème. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas de quoi souffre le pays, de quoi souffrent les fonctions du président de la République, c'est-à-dire les domaines régaliens, quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences du gouvernement, quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences des provinces. Il y a de vrais problèmes. Mais a priori, pour prescrire des médicaments en termes de réformes, il faut dire que ces réformes se rapportent à quel type de problème. C'est ainsi que nous, Nouvel Élan, comme parti, Mbonda, ainsi que moi-même, en tant que candidat à une institution, l'institution suprême, nous avons choisi premièrement de faire le diagnostic. La première partie de notre programme, à travers les différents domaines de compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation, un audit, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République, en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie. Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes sous-régions pour les problèmes qui sont les nôtres? Est-ce que nous pèsons? Sinon, nous recourons à la tutelle de quelle région, de quel président de la République, c'est qui aliène notre souveraineté? Est-ce qu'on a une monnaie convertible qui nous permet de faire les transactions et de payer en notre monnaie, souveraineté sur le plan monétaire? Ça, c'est en ce qui concerne l'institution présidente de la République au niveau gouvernemental. Quels sont les problèmes? On diagnostique aussi les problèmes en ce qui concerne l'institution gouvernement. On fait
le diagnostic aussi en ce qui concerne les provinces. Est-ce que les provinces, elles existent ou c'est de simples administrations qui ne reçoivent pas du gouvernement les moyens nécessaires pour assumer leurs prérogatives constitutionnelles dont je viens de parler, à savoir la santé, l'agriculture, l'enseignement primaire et secondaire, les routes de l'essence agricole et les pouvoirs traditionnels. Et comment, si nous établissons qu'il y a des problèmes, quelles sont les réformes comme, si vous voulez, après ces diagnostics, quelles sont les thérapeutiques. Les thérapeutiques renvoient aux réformes qu'il faut engager pour résoudre ces problèmes. Troisièmement, toujours dans le cadre de la solution, quel est le coût? Parce que si vous dites des réformes, il faut dire elles coûtent combien pour les appliquer. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour montrer l'intérêt qu'il y a, non seulement à diagnostiquer, mais à, si vous voulez, à donner la thérapeutique. Thérapeutique, quand vous allez voir le médecin, il fait le diagnostic, il constate que vous êtes malade, il propose les médicaments que vous devez, ou les examens que vous devez faire, il va vous prescrire et les examens et le médicament à prendre. Il faut des ressources. Quel est le coût de cette réforme ou de cette thérapeutique qu'il vous propose? C'est ainsi que nous avons, nous, évalué et chiffré les coûts des réformes que nous voulons engager. Et là où il ne s'agit pas que des réformes, les coûts des investissements qu'il faut réaliser. Je voudrais insister sur la notion de réforme. Je donne un exemple. Vous constatez dans le diagnostic que l'enseignement primaire et secondaire, ça ne va pas. Vous n'avez que, et c'est le cas à ce jour, vous n'avez que plus ou moins 800 000 enseignants que vous payez au lieu de payer 1 million d'enseignants. Et que le 1 million d'enseignants, dont 200 000 ne sont pas payés, pour lesquels il faut chercher l'argent, il y a un deuxième problème, c'est que même ces chiffres-là ne correspondent pas aux besoins. Non seulement il faut chercher l'argent, tous les coûts de cette réforme, pour payer les enseignants qui ne sont pas payés, qui travaillent presque gratuitement, mais aussi il faut augmenter le nombre d'enseignements de l'école primaire, secondaire, parce que la population scolaire augmente de 2 millions chaque année. Alors l'effort consistera à constater après les diagnostics, et c'est le cas en ce qui nous concerne, ici je dis que la démarche, c'est de constater, nous constatons, quand on fait le diagnostic, que on a 1 million d'enseignants, alors qu'on devait en avoir un peu plus. Et que les 1 million d'enseignants ne sont pas bien payés. On leur paye, pour ceux de Kinshasa 200 $, pour ceux des chefs-lieux des provinces 150 $, et pour ceux de l'intérieur, c'est-à-dire des territoires et autres villes, en dehors des villes où sont les chefs-lieux des provinces, on leur paye 100 $. Vous dites, je dois niveler pour que tous les enseignants aient le même salaire, au même grade. Il y a des hypothèses. Soit que vous réduisez, ramenez tout le monde à 100 $ pour éviter l'injustice, c'est un nivellement vers le bas. Soit que vous dites, vous augmentez tout le monde à 200 $ pour rééquilibrer, ce que d'ailleurs j'ai fait en mon temps, de manière à ce que les enseignants aient même le même salaire. Ça, c'est un premier effort. Un deuxième effort qui consiste à dire, nous augmentons pour tout le monde. On passe de 200 $ pour tout le monde à 300 $. Ce que je compte faire, nous allons le démontrer ici avec des chiffres. Voilà en quoi les réformes impliquent un coût. Réforme d'amélioration des conditions sociales des enseignants, réforme d'uniformisation du salaire et réforme pour payer ceux qui ne sont pas payés. J'ai parlé de 200 000 qui ne sont pas payés sur un total de 1 million. Voilà une des réformes et comment elles se chiffrent en termes d'augmentation. Nous pouvons aussi le faire pour ce qui est des magistrats. Les magistrats aujourd'hui,
ils sont plus ou moins 8500 magistrats, dont 500, plutôt, dont 5000 ou 5500 sont déjà nommés et travaillent. Il y a 2500 qui, sur les 5000 qui s'ajoutent, 2500 qui vont bientôt être payés et entrer en fonction. La question est de savoir est-ce que 8500 magistrats, c'est le nombre qu'il faut pour être dans le ratio international. Nos réformes montrent, notre évaluation ensuite, les réformes que nous proposons montrent que nous avons 8500 magistrats en perspective, dont 5500 sont déjà en place, et qu'il faut améliorer, augmenter les salaires pour les deux premiers, les 2500 autres, mais surtout, en perspective, augmenter le budget 2024 de plus ou moins l'équivalent correspondant, si vous voulez, non seulement à payer les 2500 magistrats qui vont entrer en fonction en 2024, mais aussi augmenter les salaires de magistrats qui, aujourd'hui, pour ceux d'en bas, touchent 1000 ou 1500 dollars, plutôt 1200 dollars, pour qu'ils atteignent 2000 et 3000. Ça fait partie de notre programme. Et nous allons revoir à la hausse et les rémunérations des magistrats à tous les niveaux, mais aussi et l'augmentation pour atteindre les ratios et passer des 8500 qui sont déjà inscrits et dont 5000 sont déjà en train d'être payés, sont mécanisés, et passer à 15 000 magistrats pour que les ratios qui doivent être de 5 000 magistrats pour 5 000 magistrats pour, non, plutôt un magistrat pour 5 000 Congolais. À ce jour, nous avons un magistrat pour 15 000 Congolais. Voilà les réformes qui nécessitent un financement et pour lesquelles, en partant de l'idée d'aujourd'hui qui est de 10 milliards en ressources propres, en partant d'un budget aujourd'hui qui est de 10 milliards de dollars en ressources propres, quelles sont les augmentations que nous devons faire et que nous avons fait dans nos prévisions, parce que je voudrais indiquer en passant qu'aujourd'hui nous parlerons uniquement du financement, du coût de notre projet politique, du financement, du mode de financement de ces coûts pour les 10 prochaines années. Tout ce qui est réforme, et avant les réformes, tout ce qui est diagnostic, ça se trouve dans notre document. Nous allons l'exposer au fur et à mesure que nous battrons campagne pour dire à chaque fois quel est notre diagnostic, quelles sont les réformes que cela implique, quel est le coût financier pour couvrir ces réformes. Alors, s'agissant du coût financier de notre programme ou de notre offre politique, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité, parce que vous risquez d'être pollué par les autres candidats et même leurs partis politiques. En parenthèse, retenez, chers compatriotes, militants de Nouvel Élan et Mbonda, qu'il y a eu une confusion dans la tête de nos candidats, plutôt de nos adversaires. Nous allons en parler. Retenez tout simplement que les budgets doivent suivre le temps nécessaire pour mettre en maturation les réformes. Vous ne pouvez pas, et ici je dis cela avec insistance, vous ne pouvez pas faire un budget de 5 ans, comme c'est le cas avec les candidats députés, plutôt candidats présidents de la République que j'ai suivi. Faire un budget de 5 ans pour un pays comme le nôtre, même le pays déjà développé, la France, les États-Unis, les candidats viennent avec des budgets de 10 ans. C'est très important. Et notre programme, son coût financier s'étale sur 10 ans. Faites la différence dans les domaines, je vais donner un exemple dans le domaine agricole. Suivant que vous êtes jardinier, vous faites jardin potager, ou vous êtes agriculteur, vous faites les maniocs,
ou que vous avez une plantation, vous faites l'huile de palme et que vous devez financer ces projets avec vos ressources propres et avec un emprunt. Vous ne pouvez pas demander un crédit de 2 ans ou d'1 année pour financer la plantation d'EVA, des palmiers, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas emprunter de l'argent à rembourser en 5 ans pour faire le jardin potager. Parce que le jardin, si vous plantez les légumes, si vous plantez au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez déjà les résultats. Vous n'avez pas besoin de vous endetter pour 1 an. D'ailleurs, personne, aucun banquier ne vous prêtera de l'argent long terme, entre guillemets. Il va vous dire, je vous donne l'argent à rembourser dans 2 mois. Le temps pour vous de défricher le sol, etc., de commencer à planter. Au bout de 3 mois, 4 mois, vous aurez déjà la récolte et donc vous pouvez vendre, récolter et me rembourser. Donc vous aurez un crédit très court terme. Mais si vous faites une activité qui vous prend 2-3 ans avant d'atteindre la maturation et de commencer à récolter et d'avoir un cash flow, on va vous donner de l'argent, les banquiers vont dire, je vous donne un crédit moyen terme sur 2 ou 3 ans. Parce qu'au bout de 2-3 ans, vous serez en mesure de planter, de voir votre champ de manioc donner les résultats, vous pouvez récolter et être en mesure de rembourser au bout d'1 an, 2 mois, chaque année d'ailleurs, après une période d'investissement pour lesquels vous allez demander des financements. Même chose pour ce qui concerne celui qui fait, qui plante les VA ou les palmiers. Lui, on doit lui dire, on doit plutôt lui prêter de l'argent pour 5 ans, 6 ans. Parce que le temps de labourer, le temps de planter, le temps d'avoir des résultats pour commencer à rembourser, en réalisant un cash flow sur lequel il va payer, prélever de quoi rembourser, il faut un minimum de 5 ans. S'il emprunte pour 2 ans, au bout de 2 ans, avant même que les plantes n'aient donné, il sera déjà redevable. On va commencer à lui demander de rembourser l'argent et risque de s'endetter encore pour rembourser parce qu'il a eu l'argent à court terme, là où les délais d'activité, les délais d'amortissement est beaucoup plus long. Disons les premières années de remboursement et du principal et des intérêts. C'est ça pour notre pays. Je ne vois pas quelle est l'institution sérieuse pour des investissements long terme pourrait accepter et nous prendre au sérieux si nous demandons de l'argent pour 6, 7 ans et engager l'avenir du Congo qui a encore un déficit de routes, des ponts, d'investissement pour l'hydroélectricité, c'est-à-dire par exemple INGA. Personne ne peut nous prendre au sérieux si nous présentons à la face du monde des programmes de 5 ans, alors que nous avons tout à faire dans le domaine des infrastructures. Je ne sais pas si vous allez lire le document, je peux l'exposer comme ça. S'agissant de notre budget, ou si vous voulez, de notre plan de financement. D'abord, il est de 5 ans, plutôt 10 ans, avec 2 5 ans, 5 ans, 5 ans. Ça correspond à 2 mandats. Vous allez me poser la question, mais comment vous préconisez un plan, un programme de 10 ans, alors que vous demandez le mandat de 5 ans? Ça, je l'ai dit à nos camarades militants et autres compatriotes qui me suivent. Vous allez même dans le pays développé, où ils n'ont plus d'infrastructures à financer. Généralement, les projets sont à très long terme, 10 ans. Vous allez suivre les différents candidats en France parce que c'est le pays avec lequel nous parlons la même langue. C'est toujours des programmes, des plans de 10 ans, alors qu'ils n'ont plus grand-chose à financer comme infrastructure. Parce que la mise en œuvre d'un programme exige une certaine continuité. Et tout en ayant un mandat de 5 ans, il peut engager la République du fait de ce mandat sur le long terme. Et les projets que les autres présidents qui vont gagner après lui, même s'ils sont de l'opposition, ils devront respecter cela. Parce que
que c'est des projets engagés par une autorité qui avait la légitimité et qui avait des compétences pour engager la République. Ici, nous parlons de la République française. Donc, notre programme, il s'échiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que tu as gagné 300 milliards de dollars. À quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars et comment les mobiliser ou les financer? D'où viendra cet argent? Avant de parler de l'origine de ces 300 milliards, je voudrais d'abord vous utiliser, parce que nous utilisons ici le principe de la primauté des dépenses. Et si ka oyo na kotuna boyi, soko ozali tata ya bana, na yo na madame, pour na kosala budget na yo, ya famille pour le mois ou le trimestre, est-ce que ba déterminera nano ba besoin, ba dépense, to ba déterminera ba recette, à partir de la recette nde bosali ba dépense. La majorité de nos parents, on est à la tête des familles. Les principes, il y a budget, des ménages, même au niveau de l'État, c'est la même chose. Est-ce qu'on détermine d'abord les besoins, on chiffre nos besoins sont autant, ensuite on cherche les moyens qui correspondent à ces besoins, ou vous commencez, vous faites vos besoins en fonction des recettes que vous avez. Moi, je vous dis a priori, peut-être que ça viendra dans le débat. On commence par évaluer les besoins, la primauté des besoins. En vertu de ce principe, j'ai déterminé en disant que pour le Congo, pour les 10 années à venir, nous avons besoin de 300 milliards. Maintenant, ces 300 milliards, avant de chercher à savoir d'où ça viendra, je voudrais discuter, vous dire que la problématique pour moi, pour nous, Nouvelle-Élan et Mbunda, était de savoir quels sont les besoins de ce pays-là, du Congo. Nous avons dit que c'est 300 milliards. Ça s'est réparti comment, ces besoins? Une partie, c'est déjà de l'argent que nous avons et que nous avons chaque année, à partir des 2 dernières années. Là, nous jetons des fleurs à M. Tshisekedi honnêtement parce qu'il a triplé le budget de l'État. Et ça, bon côté. Mais maintenant, pour vous poser question le moment venu, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Et ça, bon côté. Mais, je l'ai dit en tant qu'ancien Premier ministre de ce pays, moi j'ai trouvé dans le cadre comme chef de la majorité, Premier ministre, trouver le budget à 850 millions l'année qui a précédé la nôtre. On a doublé l'année suivante, de 850 à 1,6 milliard. Et en partant, fin 2011, nous avons laissé le budget à 3,5 milliards. On a quadruplé. Je dis bien, on a quadruplé. Et maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous avons fait de cet argent-là qui s'est ajouté aux 850 qu'on avait trouvé. Nous reviendrons là-dessus, si pas dans le cadre de cette intervention, dans d'autres interventions, pour dire, je le dis sommairement, on a augmenté, on a quadruplé les salaires des fonctionnaires. On a doublé les salaires de professeurs d'université après avoir doublé les effectifs de professeurs. On a doublé les salaires de médecins. Donc globalement, alors que le FMI, dans ses traditions, n'acceptait pas que le salaire représente 40% du budget des recettes. Mais nous, on l'a fait.
nous avons démontré que le pays était au sous-emploi de son potentiel et qu'il fallait injecter la liquidité au profit de la population à l'arrière-pays pour activer la valeur ajoutée ou la production nationale, ce qui a été fait et notre PIB a augmenté. Nous étions avant cela en mesure de payer le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts ainsi que la tranche de principal restant due. C'est alors qu'on a obtenu l'annulation de la dette. Un peu pour dire que la question de la dépense doit être prioritaire. Alors pour revenir à ce que je disais, c'est à partir des besoins du pays que nous fixons les ressources à mobiliser. Quels sont les besoins du pays? Dans un premier temps, on doit, chaque année, sur les 300 milliards, il y a déjà 100 milliards qui sont acquis, qui correspondent aux 10 milliards que nous collectons aujourd'hui. Parce que ce qu'on appelle candidat président de la République, ou bien chef de la majorité, comme je veux qu'il en ait ici au Nouvel-Élan-Yambonga, pour conduire les députés nationaux et provinciaux aux élections législatives nationales et provinciales, vous devez avoir les chiffres du gouvernement qui vous précèdent. Vous ne pouvez pas quantifier l'avenir ex nihilo, c'est-à-dire sans savoir vous partez de quoi. Quand vous ouvrez de votre bilan, si vous êtes élu, vous devez partir de l'existant et projeter l'avenir pour augmenter. C'est ainsi que nous, on a prévu d'abord de partir des 10 milliards actuels, nous projetons ça sur 10 ans. Ça, c'est les recettes que nous sommes sûrs d'avoir sans faire des réformes. Ça, c'est les minima. Qui financent la situation actuelle des dépenses, des salaires et autres. Mais maintenant, nous allons augmenter de 200 milliards en plus, dont 140 milliards. C'est des recettes additionnelles à l'interne, consécutives aux réformes que nous verrons au niveau de l'administration fiscale pour augmenter les recettes fiscales, douanières et autres pour les 10 prochaines années à hauteur de 140 milliards de dollars. Vous verrez dans les documents les tranches annuelles et comment ça augmente. Ça va augmenter avec deux facteurs. Ces budgets pour les 10 prochaines années. Deux facteurs. Un, avec la croissance. Nous avons un taux de croissance qui part de 8% jusqu'à un taux de croissance à des chiffres autour de 11% pendant les 10 prochaines années, au cours desquelles, puisqu'il y aura croissance, il y aura augmentation du PIB et de l'assiette fiscale. Et aussi et surtout, nous allons améliorer les performances fiscales pour que le régime financier que nous allons motiver puisse augmenter les capacités de prélèvement. Ce qu'on appelle taux de pression fiscale qui pourra aller jusqu'à 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 15%. Donc, nous pourrons sur les 10 prochaines années ajouter aux 100 milliards qui sont acquis, 100 milliards qui sont acquis, 140 milliards en plus, auxquels il faut ajouter, puisque notre budget de dépenses est de 200 milliards, il faut ajouter 60 milliards qui feront l'objet d'un emprunt. 60 milliards. La question qui se pose, historiquement, ceux qui sont dans les autres Congolais, tout le monde a que tous les Kobunda peu là, tout en 2008, tout le là, FMI Endima, que tout Nyongo y a 9 milliards. Vous venez d'une forte dose de dette et on vient de vous désendetter. On ne peut pas vous autoriser à rentrer encore dans un endettement de 9 milliards alors que vous aviez 9 milliards ou 12 milliards de dettes que vous étiez incapable de payer. Ils ont accepté qu'on s'endette au lieu de 9 milliards et 6 milliards, sur lesquels 3 milliards devaient financer l'investissement minier qui allait générer de quoi? Les 3 autres milliards que nous devions cette fois-là affecter aux investissements devaient aller être remboursés. J'indique en passant que sur ce total-là, on a dépassé 3 milliards pour l'investissement, si commis. Les 3 autres milliards, on ne nous a jamais donné, sauf 800 millions, en fait, qui représentent 800 millions de dollars, auquel cas on nous doit encore 2 milliards et demi. Les 800 millions ont été dépensés à nos dépens pour des prestations qui ne représentaient que la moitié ou le tiers.
Et à ces jours, la dette vis-à-vis des Chinois, qui devait de 3 milliards, n'a augmenté que de 800 millions, n'est que de 800 millions de dollars pour des prestations qu'on ignore vraiment quantitativement et qualitativement. Mais les 2 milliards 200 n'ont jamais été décaissés à notre profit, alors même que les Chinois ont presque récupéré les investissements. Ça, c'est dit en passant. Donc, nous avons une dette extérieure qui est autour de 5 milliards de dollars. Nous pouvons emprunter 60 milliards de dollars. Si nous faisons les ratios, en plus de 100 milliards qui existent déjà sur 10 ans, c'est-à-dire 10 milliards chaque année, en plus de 140 milliards que nous pouvons avoir dans le cadre de la fiscalité, ce qui ferait 240 milliards, les 60 milliards de dettes sont à notre portée. Pourquoi? Nous allons commencer avec 30 milliards et pour le premier quinquennat et 30 milliards pour le second quinquennat. Mais quand vous prenez les deux montants, c'est-à-dire 30 milliards plus 30 milliards, 60 milliards, vous les reportez, plutôt vous les rapportez à notre PIB d'ici 2033, nous aurons un taux d'endettement qui va à peine approcher 30%. Alors que beaucoup de pays africains ont un niveau d'endettement qui dépasse les 50, 60, 70%. Donc nous, même en empruntant les 60 milliards, c'est toujours en deçà non seulement de nos besoins, mais aussi en deçà de notre capacité à rembourser et à supporter la dette. Donc voilà un peu comment nous allons financer notre plan décennal avec 100 milliards qui existent déjà, que nous projetons sur 10 ans avec 10 milliards chaque année. Ça c'est acquis, parce que nous sommes partis de 3 milliards avec le mandat de M. Tshisekedi, je crois, en 2020. C'était 3 milliards parce que M. Tshisekedi, plutôt M. Kabila, n'a presque pas augmenté le budget de l'État. C'est lui qui était le chef de la majorité en 2020. Et sans majorité parlementaire avec Ilunga et Lokamba, n'a pas, après avoir évidemment augmenté le budget de 3 milliards que j'ai laissé en 2011, pendant 10 ans, ils ont augmenté un peu le budget de l'État jusqu'à 4, 5, 6 milliards, mais en réalité, ils ont rechuté pour atteindre les 3 milliards 200 que j'avais laissé comme budget. Et c'est après que cette augmentation qui nous a mené à 10 milliards a eu lieu. Et moi, je voudrais insister ici sur la qualité des dépenses faites avec ces ressources additionnelles. Ça fera l'objet d'un débat. Alors donc, je me résume en disant, notre programme, nous voulons les financer avec 300 milliards de dollars. Donc 100 milliards existent déjà sur 10 ans, 10 milliards chaque année. Et les 200 milliards viendront d'une part de l'augmentation de l'assiette fiscale consécutive à la croissance que nous allons réaliser. Et les 140 milliards et puis les 60 milliards sera l'objet d'un emprunt. Je ne dis qu'en passant, c'est un emprunt concessionnel autour de 8%, 7%, mais qui est à notre portée et en termes du volume de la dette comparé au PIB, parce que le PIB lui-même va augmenter. Nous avons un PIB aujourd'hui qui est autour de 70 milliards. L'année prochaine, il peut arriver à 80 milliards, c'est selon nos calculs. Si c'est déjà aussi les calculs du FMI, si notre taux de croissance se maintenait, et à l'horizon 2033, c'est 10 ans après, nous aurons un PIB de 200 milliards de dollars. Et par rapport à ce PIB de 200 milliards, si nous avons une dette de 60 milliards, ça ne représentera que 30% de notre PIB, auquel cas nous serons toujours au bas de l'étage de pays endettés en Afrique et dans le monde de manière générale. Voilà, comme je vous ai dit, j'allais me limiter à présenter les coûts financiers de notre programme, l'horizon de ce plan que je voudrais décennal pour donner des perspectives d'avenir pour le pays, parce qu'on ne peut pas raisonner pour un pays qui a un retard de plusieurs décennies,
qui n'a jamais, presque jamais depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, puis construire ces 55 000 km de routes. Il y a un déficit énergétique qui implique qu'on doit financer les infrastructures en ce qui concerne l'électricité, l'hydroélectricité avec l'INGA. Il y a des retards en termes de nombre de ponts, de nombre d'aéroports, un déficit sur le plan de l'eau potable. Tous ces déficits nécessitent 100 milliards, dont 60 milliards peuvent faire l'objet d'un emprunt que nous pouvons facilement mobiliser compte tenu des ratios auxquels je viens de faire allusion, et les 40 milliards autres qui peuvent venir de notre financement interne, donc ce qui fait 100 milliards pour financer la construction du Congo. Mais je voudrais indiquer en passant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes en mesure de mâcher, de digérer 100 milliards de dollars en 10 ans? Parce que, excusez-moi, ce qui nous aliaka piété, to aliaka ti. Ojeli biloko yango. Est-ce que Agogarolia? Non. Si tu dis que le Congolais doit manger 3 fois par jour avec un souper, non, avec un goûter, est-ce qu'il va remplir ces programmes-là? Arolia Mbala combien? Puisque dans l'entretien, Zolia Mbala Moko. Est-ce pourquoi j'ai dit cela? L'État congolais est très faible en termes d'administration. L'État congolais est faible en termes de division du travail. Division qui veut que certaines routes soient faites par les provinces. Parce qu'il y a des routes dans les 55 000 km, dont 3 000 seulement sont faites. Sur les 52 qui restent, il y a des routes nationales, c'est 20 000. Des routes provinciales prioritaires, 20 000. La différence, c'est des routes provinciales secondaires. Si nous disons que l'État congolais doit faire toutes ces routes pendant 10 ans avec 100 milliards de dollars, il n'y a pas que des routes, hein, il y a d'autres infrastructures dont je parlais. Est-ce qu'administrativement parlant, politiquement parlant, nous sommes capables d'utiliser cet argent et de faire ce travail? Non ou oui? Parce que nous, on nous a dit, je ne sais pas, moi j'étais déjà parti. Nous avons eu 3,5 milliards, 3 milliards de Chinois, on était incapables de consommer ça. Ne fût-ce que de présenter les études, c'est ce qui est dit par ceux qui sont restés. C'est l'accusation du gouvernement chinois. Parce que je dis qu'en passant que le gouvernement chinois, non seulement, plutôt que le gouvernement chinois nous doit, étant donné que le contrat qu'on a signé avec les entreprises chinoises, nous l'avons signé avec la caution du gouvernement chinois. De sorte que les dysfonctionnements, de sorte que les non-décaissements de l'argent des Chinois et le manque à gagner ou le coût d'opportunité, si nous devons les facturer, c'est à charge de celui qui a été la caution et qui se trouve être le gouvernement chinois. C'est pourquoi souvent je suis en colère avec ces pouvoirs-là, enfin, les Chinois. Donc la question qui se pose, au-delà des chiffres que j'indique, en ce que les 60 milliards sont à notre portée par rapport à notre capacité de remboursement, il se posera un problème de capacité d'utilisation ou de consommation. Bango pesa yo mbongo sale lango, mbongo ezotula na banque parce que tu ne sais pas t'organiser pour utiliser cet argent. Cette question, nous, on a une vision. Parce qu'ici, nous présentons l'état des lieux, nous avons une approche que nous allons proposer des moments venus, puisque nous avons, je promets, d'articuler notre programme au fur et à mesure. On vous a parlé du chiffrage, du coût de notre programme. On reviendra sur, on a inversé la démarche volontairement. Nous viendrons pour maintenant indiquer les diagnostics qui a justifié les choix des réformes, qui sont aujourd'hui à 60 réformes, dont 10 pour le président de la République chef de l'État, 10 pour les provinces et 40 pour le gouvernement central, le gouvernement national. Donc nous reviendrons pour donner les différentes ventilations, y compris en ce qui concerne la manière d'utiliser les 60 milliards, parce que
alors que nous sommes en vue de mobiliser cet argent parce que nous remplissons tous les critères macroéconomiques, nous risquons de ne pas être en mesure d'utiliser cet argent à cause de la déficience de nos administrations et de notre pouvoir politique. Je vais m'arrêter ici pour vous donner l'occasion de poser des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien, Michel, je suis de cette recette. En tout cas, nous venons d'assister là à un cours d'économie et de finances. Mais nous sommes quand même restés sur notre chef, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que j'aimerais savoir, l'ancien Premier ministre a parlé de plus de 60 réformes. Est-ce qu'il peut nous étayer quelques-unes de ces réformes, c'est-à-dire que lui-même considère comme des réformes phares, et s'il peut aussi nous en donner le coup dans l'ensemble des propos qui vient de nous étayer ici. Merci. Merci beaucoup. La question en Lingala, c'est le compte des Face Télévision. Alors, nous avons suivi Tolani Bongo, candidat président numéro 4, et programme naïf décennal, mais maintenant, il y a les dossiers sur il y a les dossiers Zali, Soki, dans le programme, il y a Malam, le légué Ola. Pourtant, les lots, les sous l'opposition, les leaders sous Rosakina Bango et Longo, bazali peut s'engager autour d'un programme commun, il y a Malam, le Colandé présenté. Pourquoi vous n'avez pas estimé que les lots, comme ma projet à Malam, et que Balinga wana mususu bacha au poids, pour que les projets Zali Malam pour la Congo? Première question. Deuxième question, c'est que ici vous avez parlé des pressions fiscales, régime Yamala où il y a un remboursement pour solliciter prêt, il y a 60 milliards, mais comment comptez-vous vous y prendre avec, quand vous parlez de la pression fiscale, vous parlez des remboursements? Pourtant, il y a déjà des mécanismes mis en place par ces mêmes régimes. Allez-vous continuer avec les mêmes systèmes que ces régimes où vous avez des réformes fiscales que vous allez apporter pour que tout ce que vous avez dit se matérialise? Merci. Merci. Dernière personne, derrière vous, Jean. En matière de partenaires extérieurs, si moi, les volets que vous soyez financés, est-ce que vous allez accepter cette main libre pour que vous accompagniez dans ce processus en matière de financement? Non, je n'ai pas bien compris. J'ai dit en matière de financement, s'il y a des partenaires extérieurs, vous demandez à vous appuyer dans votre projet en matière d'espèces d'argent, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ce que je demande, que nous puissions nous endetter. Moi, je n'ai pas peur de la dette. Je n'ai peur de la dette que quand elle est affectée à la consommation, aux dépenses de consommation ou aux dépenses de fonctionnement de l'État. Mais quand elle est destinée, cette dette, à financer les infrastructures qui sont nécessaires à l'augmentation de la valeur ajoutée nationale, c'est-à-dire augmenter le PIB, permettre que l'agriculture, qui aujourd'hui ne participe pas à la création de la richesse, la croissance, quand vous regardez la croissance de notre pays, les taux de croissance, la part de l'agriculture est presque faible, moins de 1%. Et c'est le secteur minier qui participe pour 99% à l'accroissement de la richesse du Congo. Or, le secteur minier, c'est un secteur à capital intensif et non pas à travail intensif. Ça signifie que la valeur ajoutée créée par les secteurs miniers va au profit de l'investisseur qui est totalement étranger. C'est-à-dire que 90% de la richesse générée par les mines sort du pays parce que ça rémunère celui qui a investi et qui a investi presque 90% de l'investissement global. La part qui revient aux Congolais est faible. Très marginal. C'est le secteur agricole qui, s'il participait à la croissance, pouvait redistribuer la richesse au profit des Congolais parce que c'est un secteur non seulement qui rémunère grandement qui rémunère le travail, mais aussi parce que ce travail-là serait congolais. Les surplus générés là-dedans profiteraient à rémunérer le paysan congolais et augmenterait son pouvoir d'achat. Et en même temps, cette agriculture couvrirait nos besoins de consommation, au lieu que nos besoins de consommation soient couverts par des importations.
Ce qui fait d'ailleurs qu'on a besoin beaucoup de devises pour importer à manger, là où on devait faire des économies de devises et surtout créer des devises en produisant sur le plan agricole aux voisins et à l'étranger et faire des économies de coûts parce que nous importons des devises, parce que nous importons sur la balance des paiements, parce que nous importerions moins. Donc c'est tous les paradigmes qu'il faut modifier. Alors là, quand vous me posez la question de savoir s'il y a des financements extérieurs, je vais accepter ou pas, oui, j'en cherche pour financer les routes, donc des routes nationales, provinciales, mais surtout des districts agricoles, dont dépend l'accroissement, l'augmentation du PIB et du PIB au profit des Congolais parce que dans le secteur agricole, ils participent à la création de ce PIB. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les secteurs miniers qui en fait contribuent à plus de 90% à l'augmentation de la richesse. Votre première question, je vais commencer par les bas. C'était la seule question. Hein. Bon, je vais répondre aux 3 premières questions. Vous dites la bon, vous dites que je puisse donner quelques mesures phares. Toutes les mesures sont importantes, mais je mets l'accent sur la rétrocession. Il faut une réforme qui rend automatique la rétrocession au profit des provinces pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives aujourd'hui confisquées par le pouvoir central. Ce qui fait d'ailleurs que nous ne sommes pas les rangs des provinces. J'ai dit que nous n'avons pas de provinces. On n'a que des entités déconcentrées et non pas décentralisées. Le pouvoir des provinces est confisqué par le pouvoir central. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et donc le pouvoir central confisque les ressources qu'il gère et rétrocède peu et mal, ne permettant donc pas aux provinces d'exercer leurs prérogatives. La mesure phare, c'est l'une des mesures phares, c'est en fait l'effectivité de la rétrocession. Deuxième mesure, dans le même contexte, nous voulons que la rétrocession aux provinces passe de 40% à 50% et que le fonds de péréquation retienne 10% au profit des provinces supposées pauvres. Moi, je considère que toutes les provinces sont pauvres. Ça ne sert à rien de dire celle-là est pauvre et l'autre est riche. Moi, je n'en connais pas qui soit riche. C'est un nivellement par le bas que de dire, par exemple, que le Katanga est riche. Et puis quand on parle de Katanga, lequel? Parce que quand on a fait toutes ces choses-là, les rétrocessions, les Katanga étaient un. Il y avait les Haut-Katanga, il y avait les Olomami, il y avait les Tanganyika, ainsi de suite. Il n'y avait que les Haut-Katanga qui d'ailleurs aujourd'hui participent pour l'essentiel à la rétrocession. Et retient plus ou moins beaucoup plus de la rétrocession qui pour moi est déjà insuffisante. Et que cette même province n'a pas de ressources propres en termes significatifs. Donc il faut augmenter la hauteur de la rétrocession et augmenter et puis maintenir les 10% pour que l'État régalien se contente de 40% au lieu de 50%. Je dirais 60% actuellement parce que même la caisse de péréquation ne fonctionne pas. L'État s'accapare de tous les 60%, je dirais même de tous les 100% en termes de gestion. Donc ça c'est la ligne de mesure phare. Mais je tiens aussi à la titrisation des terres. Titrisation des terres. Parce que la terre aujourd'hui, depuis Léopold II, qui a confisqué le sol et le sous-sol, quand il est parti, il a laissé la Belgique, qui avait le contrôle et la propriété du sol et du sous-sol. Et quand nous sommes devenus indépendants, ce sol et le sous-sol est revenu aux Congolais, mais pas au peuple congolais qui était le propriétaire originel. Les 450 tribus qui ont signé avec Léopold II, qui lui ont cédé toutes les terres, parce que Léopold II leur a donné juste d'espace à faire la chasse, la pêche et couper le bois. Jusqu'à ce jour, la terre appartient à l'État. Cette fois-ci, l'État congolais, supposé être le gestionnaire de la terre, ce dont je doute, parce qu'il ne fait pas la mise en valeur. Les espaces qui sont confisqués, enfin, ils font l'objet de l'exploitation, sont loin d'être des espaces destinés aux Congolais, moins encore aux communautés locales. Je veux qu'on titrise les terres, de manière à ce que ces titres, les terres titrisées, aillent auprès des communautés locales, à qui il faut donner une personnalité juridique, pour qu'ils aient des espaces
qu'elles aient ces entités-là de l'espace, notamment les communautés, les autorités locales et traditionnelles, et puissent négocier un partenariat avec les investisseurs étrangers sur leurs terres ainsi utilisées, quitte à ce que l'État garde d'autres terres, notamment les terres, les espaces de forêt et autres, dans le cadre de la copropriété individuelle. C'est une mesure que nous allons bien expliquer, parce que c'est le début du capitalisme endogène. Et quand je parle de la terre, je ne parle pas de la terre comme les sols, mais aussi des sous-sols. C'est un grand débat. Je me limite là parce qu'il y a beaucoup de mesures. C'est 40 au niveau national, au niveau gouvernement central, c'est 10 au niveau régalien, c'est-à-dire du chef de l'État, et 10 au niveau provincial. Alors, à propos de l'opposition, à propos du programme commun de l'opposition, moi j'ai suivi quelques projets présentés. Bon, il y en a même qui n'ont pas présenté des offres politiques, mais qui se sont limités à présenter un projet de société. Parce que vous connaissez la différence entre projet de société et programme. Vous connaissez la différence? Il y a des candidats, au lieu de présenter un programme pour lequel ils veulent... Parce que le programme, c'est des mesures concrètes, des projets concrets que vous voulez financer pour les 5 ans ou 10 ans. Les projets de société, c'est comme la Bible. Les pasteurs ne viennent pas énoncer le principe biblique dans l'ensemble. Ils viennent vous donner des enseignements sur un domaine spécifique en rapport avec la semaine, pour parler des catholiques. Donc, au-delà du projet de côté, qui est en fait le catéchisme du parti, le principe de base, vous êtes de quelle idéologie? Vous voulez quel État? Tous les principes. Vous êtes de gauche ou de droite. Ça, c'est la vision à long terme. Et cette vision, il faut la matérialiser avec des mesures concrètes et des coûts pour un mandat. C'est des choses concrètes et chiffrées. Ce n'est pas un projet, parce qu'un projet n'a pas de chiffres. Un projet dicte les principes, les faisceaux de valeurs que vous défendez. Je crois qu'il y a une grave confusion à ce sujet. Suivez attentivement, vous allez sentir que... D'ailleurs, tous ces politiciens, vous sentez qu'ils passent leur temps à se chamailler. Ils passent... C'est difficile, c'est... Bon, moi, je ne suis pas contre la chamaillerie. Mais la chamaillerie, ils ont le rôle pour soi na eleki musala. Vous soit na koleka musala, vous bakolibe bamboake la, mais c'est honteux. Nous ne pouvons pas nous permettre cela, on n'a pas le temps même de... Non. Il faut dire, vous voulez faire quoi, quel est vos diagnostics, quelles sont vos mesures et comment vous allez financer. Mais vous savez que Trump et Biden se chamaillent beaucoup, d'abord qu'on a embarqué là, mais vision, projet et l'équipe Bambouakela. Chez nous, il y a plus de Mbouakela que de projets et de visions. Nous, c'est honteux. Nous n'avons pas le temps de nous chamailler. Nous avons le même peuple, chacun s'adresse à son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il est là? Les abongotés, les bateaux, Bazo Swana, il y a des balles, il y a des polygames. Est-ce que parmi nous, les polygames bazali, au monde ici, polygame, on les va soigner la moussala, au Seigneur, il va se la banabali, à Bango, on va soigner la mobile. Au monde, il y a bon banda, à la qui s'embanda, que yé ayebi kolamba, alambe la mobile, na bana, ceux qui les a tournés, banabali à temps. Nambongo mouke, azo sala. Makusa ebele nambongo muke kaka yo musala na yo kopakola tile kozili musala te mais olingi kaka monzemba o monzele
ba jeune boyebi lingala te olingi kaka bolingo mais musala oyo eseli ke bolingo ezala oyebi te eza bongo te bazoswana mingi mais eloko mpe bazoswanela ole baswanela Congo mais bazoswanela bokonzi ole bazilakisa ye musala na ye bareforme na ye ezali boye budget na ye ezali boye akosala boye mpo na Congo eya etendre boye bazobwaka kaka bambwakelaka ye aleki moninga moleki ye na nini oh. Et puis campagne yango campagne yango bakei kobandela yango na intérieur ya pays. Il faut campagne bandana Kinshasa eza bongo te la bonisa nanu epai oyo ozali epai capitale ezali eza bongo te oh biso tokobandana Kinshasa eza bongo te Kinshasa d'abord ezali place ba institution ezali epai ba chômeur baza elebele koleka epai nzala eleki makasi eza bongo te epai bato baza kolala vete na mwa ndako moko mopepe eza te eza bongo te bato mosusu bazovanda preske na pembeni ya ebale eza bongo te oyo etali botuni mpona nini tosangani na bango te likambo ezali ya kosangana ya mosuni te toboyi kosangana ya bato tolingi tosangisa programme projet eza bongo te mais toyoka na baprogramme projet nayoki wana eza mwa pasi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Yango Kinshasa ezali 10 000 km². Na pesi bino ordre de grandeur. 10% yango de 22 communes evandi plus ou moins 1000 km². 22 communes evandi kaka na 1000 km² sur les 10 000 km². Commune moko nsele yango moko ezali na munene lokola commune 22 communes wana na munene nango ezali pe kaka 10%. Kuna bato bazali à peu près toyokana 1 million parce que Kinshasa toza 20 millions d'habitants 18 millions bavandi na eteni oyo eza 10%. 1 million bavandi na nsele yango moko comme tokana malamu boza na baoccasion ya koloba bachiffre ya boye te yango nde kolongola bino na kibowumbu parce que ntango boyeba makambo wana buto akosakana na bino lisusu aza te nsele yango moko ya monene ndenge moko banda Gombe ti okei na te okei ti na aéroport ezali à peu près 1000 km². Donc 10% na monene ya Kinshasa yango wana 10%. Mais baza kuna baza 18 millions d'habitants. Donc basangani lokwa nzinzi. 1 million ya bato bavandi na nzele. Yango moko nzele eza monene lokola monene ya 20 ya oyo bisika bato 22 plutôt bisika bato ya liboso baza 18 millions bazali. C'est yango moko eza 80% ya superficie. Mais bavandi kuna environ 1 million. Donc Maluku donc eza 80% espace mais bavandi kuna baza presque 10%. Yango ne bongi to fungola yango to
tonga banzela, tout tonga mboka, tout tonga, tout ça logement, tout ça la crédit social pour développer en moyen de développer ça va qui nous misala. Tant que vous avez là, tant que vous avez là, crédit sur la chômeur, qui nous va na Kinshasa vous voyez vous avez la chômeur. Vous êtes capable de refaire la misala ya maboko. Vous êtes capable de refaire la briquetier. Vous êtes capable de refaire la charpentier. Vous voyez que la misala dans la 2 semaines pour voir mailler les livres. Et puis, la discipline de Rosa, vous êtes capable de passer à la vidéo, il y a 5 000, 10 000, aux autres, au bout de 2 ans, vous avez déjà la bande. Et ça va voter. Parce que le programme a dit que je vais faire un fur et à mesure. On a eu qui se plaindre en tant que chômeur, il y a un travail qui est pas la richesse à cause de la chômeur. Ceux qui ont développé côté à Malukukuna, pour un bateau, et pas évolué. Na 22 communes nous Gombeti na nini kuna na kipase que pas qu'on a besoin de ça là ndenge que pas compte dans secteur il y a une construction pas qu'on a payé besoin banda ou pas banda pour se loger pour que chasser à côté et soit dans le mois au pépé les avons monté Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si vous pouvez le prendre, excusez-moi. Merci. J'allais dire ceci, Monsieur le Président. Vous avez parlé là, sitôt que... Allez-y, en français, je pourrais traduire. Allez-y. Oui. Vous avez parlé de M. Mathieu Tsaka, je me suis déjà présenté. Vous avez parlé en qualité de l'ancien Premier ministre, le budget de 3 milliards 200 que vous avez laissé depuis 2011. 3 milliards. 3 milliards 200. Vous avez 3 milliards 500. Merci, Président. Vous avez démontré comment l'avancement et les avancements, ainsi de suite. Mais je me pose une seule question. Si Cole, en qualité de président de la République en 2024, parce que chiffre la 24, c'est que 2024, ils ont mandat, nouveau départ. Est-ce que vous travaillez n'a pas volé pour l'État pour ça là, ma sur assistant pour permettre que vol est à la paix la Gatia Congo. Merci. Merci beaucoup. La réponse à la question, parce que si vous êtes donné sur la réponse au calme. Oui, on a travaillé dans l'institution de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. La salle conclusion, il y a pas revu. Oh, il permettre que pas annuler dette. Oh, il permettre que FMI et Banque mondiale bandi makito kokakokota nyongo. Les avons voté. Alors, je suis un modèle de ce point de vue-là. Donc, transparence, rigueur, évaluation. Parce que ça, on a remarqué, tout le monde a carré à 60 milliards. Il faut que les bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux. Multilatéraux, ils vont prêter l'argent sur le marché financier international. Mais les FMI et la Banque mondiale, qui sont les gendarmes, qui sont la caution pour un endettement, et qui en assurent la spécificité de gestion, devra être là pour certifier nos comptes, pour s'assurer que la gouvernance est transparente, pour s'assurer que nous sommes capables d'utiliser cet emprunt, mais aussi de rembourser sans entrer dans le faillite. Donc, nous formerons le gouvernement. D'abord, je vous dis en passant, il est difficile au niveau gouvernemental de réaliser la majorité parlementaire nécessaire. Je présume, si vous lisez, je crois, la 8e partie, vous allez voir qu'en termes de majorité parlementaire, aucun parti n'atteint 20%. Et c'est ça depuis que nous avons été à la vie de la démocratisation. Les partis sont trop faibles et il est possible qu'on en soit à l'organisation d'une coalition qui sera difficilement mise en place et qui va dépasser le seul cadre de l'Union sacrée. Donc nous, si nous avons la majorité présidentielle, nous serons obligés de nous ouvrir à l'Union sacrée pour former la majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire qui devra faire le travail avec un Premier ministre et différents ministres. Nous voulons faire fonctionner l'institution judiciaire comme on aura et aussi faire que le Parlement
politiquement, pour ce qui est de la majorité parlementaire, le gouvernement qui ne va pas bien gérer les choses. S'il vous plaît, Toyokana. Olibisa, Toyaka Toyoka, candidat à l'addition numéro 24, s'il vous plaît. Merci. La question que s'il vous plaît. En ce qui concerne les contrats sino-congolais, moi je crois que les Chinois nous doivent plus que 2 milliards 200 qui restent parce qu'ils font des intérêts de retard. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas décaissé cet argent alors que nous l'avons presque déjà remboursé avec les cash flows qui nous revient plus ou moins 32% du cash flow réalisé par Sicomi. Et qu'on a déjà, on doit avoir beaucoup plus d'argent qui devait servir au remboursement de cette dette et qu'aujourd'hui on aurait déjà des routes, les PIB du Congo auraient augmenté. Et voilà que nous ne l'avons pas fait. Il y a un coût d'opportunité en termes de développement du Congo à cause de ces contrats qui n'ont pas été respectés et pour lesquels nous avons donné en gage l'exploitation de non-minéraux. C'est tout simplement inexplicable et inacceptable. Pour moi, il faut. D'ailleurs, cet argent pourrait, si nous les mobilisons, devait servir des crédits relais pour qu'au début du quinquennat, puisqu'on n'aura pas encore mobilisé l'argent que nous préconisons sur le marché international et même sur la trésorerie de l'État, que nous puissions disposer de cet argent pour commencer à financer le projet que nous aurions dû financer par les recettes propres ou par des emprunts extérieurs autres que ce que nous doit la Chine. La deuxième question. La deuxième question était de savoir si vous allez pouvoir continuer avec ces contrats chinois. Oui, on va continuer en termes d'obtenir qui nous paye l'argent. Les contrats n'a plus de raisonner parce que Sicomi est en train de parachever les remboursements de cet argent que nous n'avons pas. Étant vu qu'en réalité, on devait commencer à nous verser notre part de cash flow en considérant que la part déjà récupérée par les Chinois couvre les 3 milliards, couvre les 800 millions qu'ils ont décaissés et va même au-delà. Donc, je dis qu'il faut, maintenant, avec les Chinois, on peut négocier d'autres financements, mais en ayant tiré la leçon pour lancer les premiers contrats qu'on a signés. Pour nous positionner avec nos partenaires occidentaux qui aujourd'hui ont besoin de nous pour les minéraux que nous avons, étant donné leur importance stratégique pour le climat. Désormais, nous avons un moyen de pression qui représente d'ailleurs dans le document où vous avez plus ou moins, nous avons l'équivalent de 11 000 milliards de ressources naturelles dont dépend l'avenir de l'humanité. Et donc nous pouvons, et c'est ce qu'on a prévu ici, créer un fonds souverain qui sera gagé par ces potentiels miniers et français et financiers. Donc, je dois continuer avec les oui, mais en tirant les leçons du passé, dans notre temps, demandons à nos partenaires de l'OTAN d'intervenir. Nous, on a des quoi à donner, même donnant, on est dans les minéraux. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour ce programme hautement chiffré qui se différencie des poésies qui sont souvent présentées par d'autres candidats où il y a la littérature mais sans aucun chiffre, donc une difficulté de pouvoir se situer. Alors, vous avez épinglé un problème qui est vrai dans notre pays, c'est la faiblesse de l'administration. L'administration se le montre et mou lorsqu'il s'agit de la gestion de la chose publique dans notre pays. Nous vivons à l'ère numérique, nous avons un personnel vieillissant, nous avons parfois des recrutements qui sont de l'ordre de l'arbitraire, et tout ça, toutes ces défaillances mises côte à côte font que notre administration n'est pas performante au point de pouvoir accompagner cette dynamique de développement. Alors nous, au niveau de Bondaï Impérium, incarné par votre candidature à la présidence, qu'est-ce que nous proposons en termes de réforme de l'administration pour faire en sorte que elle, qui est la colonne vertébrale dans la gestion de la République, puisse bien
soutenir les efforts de développement et puisse faire émerger la capacité d'absorption de tous ces milliards qui pourraient être injectés dans le développement de notre pays durant les 10 premières années à venir. Merci. Eh bien, s'agissant de l'administration publique, c'est le ventre mou. C'est elle qui est faible. Oui, elle est faible, mais elle n'est pas la cause de sa propre faiblesse. C'est le pouvoir politique qui est faible. C'est le pouvoir politique qui crée l'administration, qui a le pouvoir de nommer jusqu'à un certain échelle. Mais ceux qui détiennent ce pouvoir, nous autres, nous n'avons pas mis en place une bonne administration. Nous n'avons pas, vous avez parlé du caractère vieillissant de cette administration, nous n'avons pas mis à la retraite à temps des gens qui déjà, à ce jour, ont 80 ans. Pas d'indemnité de sortie, pas de pension de retraite. Et c'est vieillissant, alors qu'ils devaient sortir au fur et à mesure avec des indemnités de sortie, avec des pensions de retraite, après avoir été bien payés, vous vous rendez compte que moi j'ai augmenté le salaire, mais ce salaire a baissé en pouvoir d'achat. Celui qui avait 2000 comme professeur d'université, aujourd'hui il a 1300. Même si le montant a augmenté en nominal, c'est-à-dire en francs, mais en réel et en monnaie nationale, en termes de pouvoir d'achat par rapport à la devise de référence qui est le dollar, ça baisse. Donc le problème il est politique, mais vous le ressentez par ces effets au niveau de l'administration. Ce qu'il faut faire, c'est commencer à dégager en augmentant le budget de la retraite et aussi de la pension de retraite et commencer à recruter des jeunes, non seulement parce qu'ils seront formés, ils doivent être formés, mais aussi ils seront suffisamment jeunes pour travailler pour la République tout en augmentant l'amélioration. Donc l'administration est aussi faible parce que les gens sont mal payés. Donc il faut renouveler les personnels, il faut renforcer et il faut bien payer les gens. C'est ça notre position. Voilà, merci beaucoup. Bandeko Likolo, merci. Bossu Diallo, Nabamituna, Nyoso, Patron de Mille, dans le cabinet de la mission numéro 24. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Ressons nos fronts, longtemps courbés, et pour devant, prenons le plus bel élan. Au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau, dans la paix si entonné, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté, ô compagnie, des aïeux, ô pays, bien-aimés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous le donnons. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Le bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques
ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.